Alors, on corrige le dossier numéro 5. Géraldine, 33 ans, accouche normalement ce jour, à 39 semaines d'aménorrhée, en salle de travail, d'une petite Clara. Elle est primipare primigeste et s'est séparée du papa pendant la grossesse. Sa mère était à ses côtés pendant l'accouchement. Géraldine se porte bien, le bébé aussi. Décrivez la prise en charge du nouveau-né normal en salle de naissance. Quelles sont les pathologies concernées par le dépistage néonatal réalisé au 3e jour de vie? Suite de l'énoncé, à J3, c'est très important, on en reparlera tout à l'heure, l'équipe infirmière vous rapporte que Géraldine pleure beaucoup, est irritable et tient des propos défaitistes. Je ne saurais pas y faire, je vais être une mauvaise mère. Quel est votre diagnostic? Quelle est votre prise en charge? Puis, à J15, la mère de Géraldine l'amène aux urgences, accompagnée de la petite Clara. Si je vous le mets là, c'est pas gratuit. Géraldine est très agitée, désorientée, elle pleure, s'énerve et tient des propos incohérents. Elle est persuadée que Clara n'est pas sa fille et qu'on lui a volé son véritable enfant. Elle rajoute n'avoir jamais été enceinte. Quel diagnostic psychiatrique retenez-vous? Quels sont les principaux diagnostics différentiels? Votre prise en charge à court terme, les évolutions et bien sûr la prise en charge au long cours. Alors, la prise en charge du nouveau-né normal en salle de naissance. Donc c'est une prise en charge qui est extrêmement codifiée, qu'on retrouve dans tous les polis et toutes les références pédiatriques. Ça doit être effectué par la sage-femme ou le pédiatre, si possible en présence des parents. L'examen consigné dans le dossier médical. Séchage du corps, qui n'est pas gadget, c'est pour éviter la perte de chaleur. Désobstruction pharyngée. Cotation du score d'Apgar. Vérification de la perméabilité des coânes et de l'œsophage, avec la fameuse introduction de la sonde gastrique et le test à la seringue. On envoie un peu d'air et on écoute avec le stéthoscope si l'air passe au niveau gastrique. Prise des mensurations, classique chez le bébé, poids, taille et périmètre crânien. Soin du cordon, donc là j'ai fait une petite faute d'orthographe, c'est un clan. Pose un clan ombilical, section du cordon, et ce qui est important, c'est la vérification de la présence des 3 vaisseaux, les 2 artères et la veine. On mesure la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température, et on surveille l'émission d'urine, qui doit être assez rapide, et de méconium, qui doit être dans les 48 premières heures du bébé. Donc on continue sur la prise en charge du nouveau-né normal en salle de travail. Désinfection oculaire par collyre antibiotique, type oxytétracycline, pour prévention des conjonctivites à gonocoque et chlamydier. Et administration d'une ampoule de vitamine K1 lors de la première alimentation, donc qui sert à la prévention de la maladie hémorragique du nouveau-né. Quelles sont les pathologies concernées par le dépistage? Au 3e jour de vie, là aussi c'est très codifié. Phénylcétonurie, hypothyroïdie, hyperplasie congénitale des surrénales, mucoviscidose et drépanocytose pour les sujets à risque. Ce n'est pas pour tous les enfants, mais les pédiatres tiennent beaucoup à ce que ce soit mis dans les cases et spécifié pour les sujets à risque. Quel est votre diagnostic? Alors, on était à J3 et elle ne tient pas de propos délirants. Et elle a des doutes sur le fait d'être une bonne mère. C'est 50% des femmes après l'accouchement, et ça s'appelle bien sûr le blues du postpartum blues. Donc chez une femme de 33 ans, ça c'est pas coté, mais c'est pour faire une phrase en français. Quelle est votre prise en charge thérapeutique? Alors là, on vous attend sur le fait qu'il n'y ait pas de prescription médicamenteuse et qu'on poursuive l'allaitement. N'oubliez pas, c'est quasi physiologique de faire un postpartum blues. Il faut soutenir la maman et l'entourage. Il faut l'informer et la réassurer sur le fait que c'est un postpartum blues, que c'est quasi physiologique, que c'est lié aussi à une réorganisation psychique et aussi à des modifications hormonales, et que ça va passer. Il faut soulager la maman des tâches fatigantes. En pratique, il faut la soulager pendant la nuit, prendre un peu le bébé pour qu'elle puisse se reposer, et puis l'accompagner, la soutenir dans les tâches qui l'angoissent, c'est-à-dire tout ce qui est le soin à l'enfant, tout ce qui va faire d'elle ou non une bonne mère à ses propres yeux, l'allaitement, les couches, etc. Alors,
Proposer une consultation à distance pour évaluer la relation mère-bébé. Donc ça, vous le mettez systématiquement dans votre case. En pratique, on le recommande, la consultation à distance pour évaluation de la relation, si on a des facteurs d'inquiétude, des facteurs de mauvais pronostic de la relation, qui sont en général les antécédents psychiatriques de la mère, un accouchement ou une naissance de l'enfant, enfin des pathologies somatiques autour de l'accouchement, donc les choses ont été dures à vivre, et puis tout ce que l'équipe a perçu pendant l'hospitalisation dans la relation. Et un des éléments qu'a cette femme, une grossesse après 30 ans. Si c'est un bébé après 30 ans, on dit que c'est un facteur de risque de mauvaise relation. C'est très discutable, mais c'est dans les références. Surveillance des risques de dépression, elle peut faire une dépression, de psychose, et donc ce qui va avec, suicide et infanticide, on va le voir. Si j'avais marqué la même chose, mais à J10, on ne serait plus dans le cadre d'un postpartum blues, mais dans le cadre d'une dépression du postpartum. Donc la dépression du postpartum, c'est J3, après J10, c'est une dépression. Alors là, elle est ramenée à J15, donc 2 semaines, c'est le tarif pour la psychose puerpérale, comme vous allez le voir. Elle est ramenée à J15 par sa mère, elle vient aussi avec la petite. Ça veut dire, n'oubliez pas la petite dans les cases. Quel diagnostic psychiatrique retenez-vous? Psychose puerpérale. Ça, c'est dans les références françaises. Vous marquez ça à l'internat, vous avez les points, il n'y a pas de problème. Mais ça n'existe plus dans les références internationales. Dans le DSM-4R, on appelle ça trouble psychotique non spécifié induit par le postpartum. Voilà. Pas rentrer dans plus de détails. Vous notez donc que la psychose puerpérale, c'est un trouble délirant, mais avec une franche note confusionnelle. Ce qui rend les diagnostics différentiels très importants à rechercher. Et là, l'organicité, c'est tout sauf du gadget de case. Il faut vraiment y penser. Quels sont donc les principaux diagnostics différentiels? Voilà, on y vient. Donc, septicémie, méningoencéphalite, thrombophlébite cérébrale. Ce qu'on dit, c'est que les thrombophélites du sinus caverneux peuvent donner ce genre de tableau. Personnellement, j'en ai jamais vu, mais enfin, c'est ce qui est rapporté. Processus occupant de l'espace, on peut malheureusement avoir une tumeur même après avoir accouché. Prise de toxiques, ne l'oubliez pas, elle peut très bien rentrer chez elle, être ancienne toxico et venir de façon délirante et confuse vous rapporter ses propos. Bouffée délirante aiguë, là c'est moins probable parce qu'il y a quand même la note confusionnelle. Et puis, délire aigu sur schizophrénie préexistante, là aussi c'est moins probable parce qu'il y a la note confusionnelle et qu'on ne vous parle pas de personnalité schizoïde ou schizotypique, qui je vous le rappelle sont les 2 personnalités liées à la schizophrénie, avant la grossesse. Quelle est votre prise en charge thérapeutique à court terme? Alors, c'est quelque chose de très grave, d'excessivement grave, la psychose puerpérale. C'est donc une urgence, une hospitalisation sous contrainte si besoin. Souvent, elles acceptent l'hospitalisation, mais il ne faut pas hésiter à faire une HDT. Unité mère-enfant, si possible. Malheureusement, toutes les régions n'en sont pas pourvues, et c'est des unités donc qui sont spécialisées dans ce genre de troubles. Ce qui est très important, c'est la séparation de la mère et de l'enfant dans les premiers temps. Il y a un risque d'infanticide majeur. Toutes les maternités de France ont vu une mère balancer son bébé par la fenêtre dans un moment de psychose puerpérale, et c'est dramatique et fréquent. Donc, séparation mère-enfant, avec réintroduction progressive de l'enfant et en présence du personnel soignant. Chaque item sera coté. C'est l'ensemble qu'il faut écrire. Arrêt de l'allaitement. L'allaitement pour 2 raisons. D'abord parce qu'on pense que sur le plan hormonal, ça fait encore plus flamber le délire. Et puis, sur un plan psychiatrique, quand on est délirant, on peut avoir des angoisses d'intrusion. Et avoir un bébé qui vient et qui nous bouffe un truc, ça peut rendre encore plus fou. Donc, on arrête l'allaitement, on ne prend pas de risque. Contre-indication à la bromocriptine par l'Odel, parce que ça fait augmenter les délires. C'est une petite finesse. Et alors voilà, on a amené Clara. On ne sait pas depuis combien de temps la mère délire. On ne sait pas comment va la petite. Vous devez l'avoir en tête dans votre dossier. Examen de l'enfant à la recherche de carence ou de maltraitance. Il faut voir ce que la mère a fait ou n'a pas fait à cette petite. Alors, le traitement de référence pour la psychose puerpérale, c'est la sismothérapie, électroconvulsivothérapie,
après bilan préthérapeutique et consultation à anesthésie. Information et autorisation signée de la mère. J'ai mis 10 séances à titre informatif, ça sera jamais coté, le nombre de séances, selon le protocole. Chimiothérapie, là encore, c'est pas une indication de sismothérapie exclusive, on peut ne pas faire de sismothérapie, d'abord parce qu'il y a beaucoup de services de psychiatrie qui n'en disposent pas, et donc on peut proposer aussi une chimiothérapie d'emblée. Sinon, classiquement, ce qu'on fait dans les CHU, c'est qu'on fait une électroconvulsivothérapie et des neuroleptiques en relais. PEROS ou IM, et donc ce sont des neuroleptiques antiproductifs plus sédatifs ou bien atypiques. Donc le traitement classique, en pratique, si on fait ça d'emblée, du Zyprexa, ça suffira pas. Un neuroleptique atypique ne suffira pas, il faudra y aller avec une bithérapie, comme toujours, antiproductif et sédatif. Vous pouvez retenir ça pour toutes les crises délirantes à l'internat, la mélancolie délirante, antiproductif plus sédatif, la mélancolie délirante, antiproductif plus sédatif, le paranoïaque, idem, le schizophrénique paranoïde, idem. Le seul qui échappe à ça, c'est le schizophrène catatonique, qui doit lui avoir un désinhibiteur plus un sédatif. Alors on peut se dire, comment ça, on le désinhibe, après on lui met un coup de sédatif. La catatonie, n'oubliez pas, c'est un état de tension interne tel que finalement il est immobile. Mais il n'est pas du tout cool, il est sous une tension énorme. Donc on met un peu de désinhibiteur pour lever la pragmatisme, mais il est dans un tel état de tension qu'il y a un grand risque de raptus, de passage à l'acte auto-hétéroagressif, et donc on donne des sédatifs. Donc ça, ce sont les bithérapies à l'internat que vous avez à savoir. Le relais en monothérapie, vous pouvez toujours mettre des neuroleptiques atypiques, vous tapez un peu sur tout, et je pense qu'il n'y aura aucun problème. On continue sur la prise en charge de la psychose puerpérale. Psychothérapie, ça c'est très important, la finesse centrée sur la relation mère-enfant. Information et soutien de la famille, n'oubliez pas qu'on peut être dans le cadre d'une HDT. Surveillance, alors là il faut le marquer, suicide et infanticide. Ça, c'est très important que vous l'écriviez dans la surveillance, vous devez avoir ça en tête en permanence. Efficacité, tolérance. Quelles sont les évolutions possibles ? Alors, fort heureusement, le plus souvent, l'évolution est favorable. On a une guérison sans séquelles. On peut avoir des suicides, évidemment. L'infanticide, c'est vraiment la complication la plus redoutée. Récidive pour une grossesse extérieure. Il y a un risque très nettement augmenté de psychose puerpérale chez une femme qui a fait des troubles, que ce soit postpartum blues un peu important, ou dépression, ou psychose puerpérale lors d'une grossesse précédente. Rechute, c'est-à-dire que en sortant d'hôpital, elle va se remettre à délirer. Troubles bipolaires. Alors ça, ce sont des études. Les nouvelles études, certaines ramènent 60% de troubles bipolaires qui vont se développer au sortir de la psychose puerpérale. Donc c'est pas très ancien, ça traîne pas dans toutes les références, sachez-le. Entrer dans une schizophrénie, c'est aussi quelque chose qu'on voit. En pratique, c'est souvent des patientes qui avaient une personnalité schizoïde ou schizotypique un peu passée inaperçue, et puis la grossesse, l'accouchement, c'est un tel bouleversement biologique et psychique que ça fait décompenser leur pathologie. La grossesse rend pas schizophrène, mais peut faire flamber quelqu'un qui allait le devenir. Trouble du développement de l'enfant, donc là encore pensez à la petite Clara, pathologie de la relation surtout. C'est-à-dire que vous imaginez bien qu'avoir dans les premiers moments de sa vie une mère folle, maltraitante ou carençante, ça va induire des relations difficiles. On peut imaginer en plus que les choses vont laisser des traces, même si la mère va mieux. Donc les interactions précoces entre l'enfant et sa mère vont être compliquées, et on sait que ce sont des grands facteurs de risque de troubles psychiques de l'enfant, que ça aille des troubles envahissants du développement jusqu'aux pathologies plus légères. Quelles sont les grandes lignes de la prise en charge à long terme ? Ça, c'est très important, parce que là, il faut préserver la mère et il faut préserver l'enfant alors qu'ils vont sortir de l'hôpital. Alors, je l'ai mis en plein milieu, mais je vous le dis tout de suite, si c'est possible, on propose une hospitalisation au long cours en unité mère-enfant. Malheureusement, il y a très peu de place, donc en pratique, ça se fait pas tant que ça, mais il y a des unités qui gardent les mamans avec leur bébé 1 an, 2 ans, 3 ans, ou des relais avec des foyers médicalisés, et qui fonctionnent très bien. Sinon, la correction de cette question, c'est psychothérapie mère-enfant, à continuer, aide au domicile, assistante maternelle.
Ça permet de soulager la maman, d'être sûr que l'enfant va bien, et puis d'étayer la maman et de lui montrer qu'elle est capable de faire les choses. Prise en charge sociale, n'oubliez pas, c'est un facteur de risque de tous les troubles psychiatriques. Suivi rapproché à la PMI. N'oubliez pas qu'il y a des examens de l'enfant obligatoires à la PMI ou chez le pédiatre après l'accouchement, et ça va être le moment de dépister l'état de la mère, bien sûr, et puis l'état de l'enfant. Donc ça, c'est très très important, le réseau avec les PMI. Donc je vous l'ai dit, l'hospitalisation au long cours, dépistage des troubles pour une grossesse ultérieure, et surveillance donc, mère, enfant, développement et maltraitance. Voilà les grands items de la prise en charge au long cours. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément de neuroleptisation au long cours, vu que c'est normalement quelque chose qui doit revenir à la normale. Alors, on a abordé sur les 2 conférences quasiment toutes les questions de psychiatrie. Il y a quelques petites questions que je ne savais pas trop où vous mettre dans les dossiers, qui me paraissent franchement intombables pour la plupart, mais que vous en ayez eu un mot, ça me semble quand même une bonne chose. Ce que je vous ai pas dit sur le premier dossier et qu'on peut croiser dans les dossiers où il y a des sismothérapies, c'est que la complication la plus fréquente et qui est bénigne de la sismothérapie, c'est les pertes de mémoire. Donc si dans un dossier, vous faites un traitement par sismothérapie et qu'après on vous dit le patient s'inquiète d'avoir des pertes de mémoire, etc., eh bien c'est un effet secondaire. Ces amnésies passagères qui durent en moyenne 3 semaines sont un effet secondaire des sismothérapies. Alors, citer les troubles envahissants du développement. Tout d'abord, c'est pas franchement à votre programme. C'est à la limite. Vous avez l'X fragile qui peut être à votre programme et qui est un diagnostic différentiel de l'autisme. Mais l'autisme n'est plus à votre programme de manière explicite. Les troubles envahissants du développement, c'est donc l'autisme, le syndrome d'Asperger, c'est l'autisme de haut niveau, c'est-à-dire que c'est l'autiste qui n'a pas de déficit intellectuel et qui peut même avoir un surinvestissement d'un secteur cognitif. En gros, c'est Rainman, quoi. Le syndrome de Rett et les troubles désintégratifs de l'enfant. Donc ça, ce sont 2 syndromes dramatiques, probablement d'origine neurologique, qui sont en fait des tableaux autistiques qui s'installent après plusieurs mois d'une évolution normale. Pour l'autisme, juste un mot, il est possible que vous l'ayez quand même au programme par le biais de troubles de la personnalité ou de troubles du comportement chez l'enfant. Parce qu'un autiste va avoir des troubles du comportement. Donc, c'est possible qu'ils aient l'idée de vous le mettre au programme par ce biais-là. Définition du retard mental, c'est une évidence, le QI inférieur à 70. Médicaments utilisables dans l'énurésie. Je vous rappelle que l'énurésie, c'est l'émission complète et involontaire des urines pendant la nuit, chez un enfant de plus de 5 ou 6 ans, c'est-à-dire qui est dans un âge où il ne devrait plus faire pipi au lit. Alors, en pratique, on ne sait pas pourquoi les enfants sont énurétiques, sauf s'il y a un trouble organique, bien sûr. Il y a plusieurs théories qui s'affrontent. Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités de prise en charge. Le plus souvent, on ne donne pas de médicaments. Ce sont des conseils hygiéno-psychiques, on va dire, c'est-à-dire diminuer l'excitation de l'enfant dans la journée, faire qu'il se couche au calme le plus possible, diminuer les boissons avant le coucher, et puis tenir, ça c'est des choses assez comportementales, tenir des carnets sur leur énurésie, aider au change des linges, etc. Et tout ça en veillant à ne pas non plus lui faire perdre confiance en lui. Je pense vraiment que ce sont des choses qui sont intombables à l'internat. Je vous dis quand même les médicaments utilisables dans l'énurésie et qu'on utilise peu. Donc, c'est donc le ditropan, le ditropan pour ses vertus anticholinergiques, qui permet donc une relaxation des muscles lisses de la vessie. Le minirin, qui est un analogue de l'hormone antidiurétique. Et puis, le tricyclique, c'est s'il a plus de 6 ans. Et là, on tape un peu sur les deux, c'est-à-dire c'est un antidépresseur. Donc bon, si l'énurésie a un petit lien quelque part avec la dépression, pourquoi pas. Et puis c'est un anticholinergique, donc qui a l'effet aussi du ditropan. Voilà, en pratique c'est très très peu utilisé, mais c'est à l'internat, donc sachez-le.
Régurgitation répétée de nourriture sans vomissement. Le méricisme. Donc ça s'adresse surtout en pathologie pédopsychiatrique aux nourrissons. Ça peut être physiologique dans les premiers mois de vie et après c'est forcément pathologique. Un enfant donc qui fait revenir la nourriture dans son œsophage puis qui va la mastiquer de nouveau. Très souvent ça s'accompagne de perte de poids parce qu'il va se contenter de cette nourriture qu'il a ingurgitée des heures avant. Et c'est très évocateur de pathologies assez graves de la petite enfance. Ça peut être des anorexies de la petite enfance ou alors des troubles envahissants du développement. Il y a des enfants autistes qui font cela. Ce qui nous amène à la question suivante. Consommation de substances non nutritives. La pica. Classiquement, ce qu'on vous dit, c'est les enfants qui bouffent la terre, etc. On voit bien que ça ne concerne pas les petits névrosés et qu'on est plus dans le registre de troubles psychotiques de l'enfant ou de troubles autistiques de l'enfant. Ou alors d'une grande débilité mentale. 2 causes de dysmorphophobie. Donc la dysmorphophobie, je vous le rappelle, c'est la perception altérée de son corps avec des idées de transformation corporelle et un vécu assez persécutif. Ça peut être donc lié à l'anorexie mentale, ça a une teneur à ce moment-là qui n'est pas trop folle. L'anorexique mentale vous dit qu'elle se trouve grosse et elle se moque pas de vous, elle se trouve grosse même si elle a la peau sur les os. Elle pense qu'elle devrait encore perdre du poids, mais ça va pas plus loin dans les idées un peu folles, alors que le schizophrène, lui, peut trouver que son bras pend, qu'il ne lui appartient pas, qu'il vient de bouger, qu'il a des excroissances, et là on voit un tableau franchement délirant. Citer les 3 catégories de troubles du sommeil et de l'endormissement chez l'enfant. Ça aussi, c'est une question d'internat, les troubles du sommeil. C'est d'un vide assez intersidéral ce qu'on peut vous apprendre là-dessus, parce qu'en pratique, ça s'adresse, les troubles du sommeil, vraiment à la psychanalyse ou à des choses qui ne sont pas du tout, à mon avis, au programme. Donc ce qu'on vous met dans vos dossiers, c'est des grandes descriptions très compliquées des troubles du sommeil, on vous les sépare en 1000 catégories, et puis on vous dit que la prise en charge, c'est en fonction de la cause du trouble du sommeil. Très souvent des syndromes dépressifs, voilà. Et on vous en dit pas plus. Et dans quelques références, on vous dit qu'on peut rééduquer le sommeil par des thérapies cognitivo-comportementales, ce qui me paraît un peu fou. Donc, à mon avis, tout ce que vous avez à apprendre, c'est les 3 grands chapitres de troubles du sommeil, et c'est tout. Alors, c'est avant de dormir, encore un peu avant de dormir, et les problèmes pendant qu'il dort. Voilà comment ça se divise. Tout d'abord, c'est la peur du noir. Ça peut être très important, au point que l'enfant ne veuille plus du tout aller dormir. La peur du noir, c'est pas un grand scoop. Elle prend ses racines dans l'anxiété de séparation. C'est-à-dire que l'enfant va dire qu'il a peur du noir, qu'il voit des monstres, des voleurs, etc. Mais en fait, on voit bien que ce qu'il réclame, c'est pas tellement qu'on allume la lumière, même si parfois ils peuvent réclamer une veilleuse. Ce qu'ils préfèrent largement, c'est qu'on ouvre la porte pour entendre les parents, pour voir que les parents sont là. Et donc on voit bien que l'enfant privilégie plutôt que la source lumineuse de bonne qualité que serait une veilleuse, le lien auditif à ses parents. Et pour preuve, tous les enfants terrifiés par le noir sont tout à fait d'accord pour dormir dans le noir le plus total si c'est à côté de papa ou maman, ou alors au mieux dans leur lit entre les deux. Donc on voit bien que c'est un symptôme, mais qui prend naissance dans la séparation avec les parents. Le plus souvent, c'est pas très grave. Insomnie. Alors, les insomnies communes, c'est les insomnies qu'on croise pour les dépressions, les troubles psychiatriques de façon générale. Et puis, ce que, en général, vous ne connaissez pas, c'est les insomnies calmes. Ça concerne surtout les nourrissons. Et c'est très évocateur de troubles graves de la relation, troubles envahissants du développement ou troubles psychotiques de l'enfant. En pratique, ce sont des nourrissons qui peuvent rester des heures dans leur petit landau ou dans leur lit de bébé, les yeux ouverts, sans faire de bruit et jouant éventuellement avec leurs mains. Ce qu'on appelle les insomnies calmes, c'est très préoccupant. Les parasomnies. Alors les parasomnies, vous en avez de toutes sortes. C'est un chapitre et il y a 40 sous-divisions. C'est inapprenable. Tout ce qui est tombable à l'internat est encore très peu tombable. C'est les apnées du sommeil qui sont considérées comme des parasomnies.
et les terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes, c'est ces cauchemars, entre guillemets, que fait l'enfant et qui font collusion avec le réveil, c'est-à-dire qu'il est encore en train de cauchemarder, pour parler simplement, pendant son réveil, et qu'il y a comme ça un temps d'1 ou 2 minutes où l'enfant est encore dans son rêve et n'est pas accessible à la réassurance des parents. Ça arrive aux alentours de 7 ans, c'est l'âge moyen, on dit pour les terreurs nocturnes, 6-7 ans, et les enfants n'en gardent aucune trace le lendemain, et ça n'a pas de valeur prédictive négative de pathologie psychiatrique à venir. Médicaments psy, toujours contre-indiqués pendant la grossesse. En fait, je pensais à un seul, je pensais au thymorégulateur. Il s'agit du lithium. Il n'y a aucune indication à mettre du lithium dans un trouble psychiatrique pendant la grossesse. Vous avez les médicaments qui sont contre-indiqués au premier trimestre de grossesse, c'est les benzodiazépines, les neuroleptiques et le lithium. Les antidépresseurs sont contre-indiqués aussi pendant la grossesse, mais en pratique, on peut en donner hors AMM, ça n'a pas de grand danger. En général, on préfère donner du déroxate plutôt que du Prozac, qui a une demi-vie moins longue. Alors, vous savez aussi que les neuroleptiques, on dit qu'ils n'ont pas de contre-indication absolue, c'est-à-dire que si quelqu'un délire, il faut lui donner ses neuroleptiques. La finesse, c'est qu'on préfère éviter les neuroleptiques sur le premier trimestre et qu'on préfère à ce moment-là faire une sismothérapie si possible, donc qui est le traitement de référence lors du premier trimestre. Et la deuxième finesse, la voici, traitement d'une schizophrène enceinte qui se met à délirer. Alors, on ne sait pas de combien elle est enceinte. Si c'est dans les 3 premiers mois, la sismothérapie, c'est la première finesse. Et puis, il y a des neuroleptiques qui sont moins tératogènes et qui sont connus. C'est le Largactil et le Nosinant. Donc ça, si vous avez une femme enceinte, vous pouvez dire que ce sont les 2 neuroleptiques les plus recommandés. Définition du syndrome de Gilles de la Tourette. Alors, dans le dossier précédent, vous avez vu, le monsieur disait « j'ai des tics, des bizarreries ». Il n'avait pas de tics, il avait des tocs. Les tics, ce sont des mouvements moteurs ou des impulsions verbales qui sont très gênantes et qui peuvent constituer un syndrome grave connu qui est le syndrome de Gilles de la Tourette. C'est très différent sur le plan psychodynamique des TOC. Le patient qui a des TOC va avoir tout un conflit psychique, c'est-à-dire que avant d'ouvrir sa porte, il va se dire est-ce que je l'ai bien fermée, oui mais si je la ferme pas, il va peut-être y avoir un voleur, oui mais je me rappelle avoir mis la clé, etc. Donc il y a tout un jeu psychique qui est là en permanence avant qu'il aille vérifier, avant qu'il fasse sa compulsion, alors que le tic, il n'y a aucune mentalisation. Il y a un état de tension interne, mais pas pensé, il n'y a pas de mots dessus, et boum, il y a une décharge physique, un mouvement, une insulte, quelque chose comme ça, donc qui est très différent, qui est bien moins mentalisé que les tics. Alors, le syndrome que vous avez tous vu chez Delarue, c'est le syndrome Gilles de la Tourette, avec présence de tics moteurs multiples, c'est plusieurs gestes, plusieurs impulsions motrices, et d'un ou plusieurs vocaux. Alors vous savez, celui qu'on adore, c'est l'insulte, salope, salope, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la coprolalie. Et c'est très fréquent. Tic fréquent dans la journée, retentissement important, jamais d'intervalle libre de plus de 3 mois. Et tout ceci, ce ne sont pas des caractéristiques à savoir, tout ceci, ce sont les items qui permettent de dire que c'est un Gilles de la Tourette. S'il vous manque un des items, ce n'est pas considéré comme un Gilles de la Tourette par le DSM-4. Donc pas d'intervalle libre de plus de 3 mois, et début avant l'âge de 18 ans. Voilà. Donc on a fini avec la conférence numéro 2. Je pense que sur l'ensemble des conférences, on a abordé la quasi-totalité des questions qui se rapporteraient de près ou de loin à la psychiatrie. Je vous les ai, pour cette conférence, marquées si ça vous intéresse, si vous voulez les noter, répartis donc par dossier. Donc il y avait 3 dossiers courts, 2 dossiers transversaux, et puis des items qui sortaient particulièrement avec les crocs, énurésie, troubles du sommeil notamment. Bon courage.